Écrire et inventer tenait toujours du miracle. Paddy était payé pour le savoir et bien payé. Il faisait partie des écrivains les plus lus, ici et ailleurs. Paddy était un Yankee. Arrière-petit-fils d'immigrés irlandais, il était fier que son prénom soit celui d'un whisky distillé là-bas, au pays lointain de ses ancêtres, et que certains soirs il consommait sans modération. Paddy habitait la Nouvelle-Angleterre. Vivait seul dans une grande maison en bois, blanche. Le gazon était au ras du talon et la mer au bas de sa pelouse. Face au détroit de Long Island qui faisait digue et horizon. La longue pointe de l'île le protégeait des caprices de l'Atlantique Nord, des mauvaises tempêtes et des ouragans teigneux qui remontaient parfois de la côte Est. L'hiver était neigeux, le printemps tardif, mais somptueux. Les autres saisons donnaient la mesure d'une vie facile. La mer à ses pieds apportait la douceur et les oiseaux marins lui refilaient la réplique. Une situation privilégiée qui lui faisait voir la vie sous ses meilleurs côtés. Et l'écriture sous ses plus sombres. Paddy écrivait du noir, du très noir. La vogue du serial killer avait fait sa fortune. Celle des psychopathes à la ramasse, des pédophiles embusqués et des barrés du ciboulot devait lui assurer une retraite confortable. Mais écrire et inventer tenait toujours du miracle et de l'impossible. Paddy avait depuis longtemps perdu le génie de l'inspiration et de l'invention. Malgré son acharnement compulsif, ces démons-là sortaient rarement de sa bouteille à whisky celtique. Professeur d'université besogneux, il avait été propulsé au devant, il y a 15 ans, par un premier roman à succès. Une histoire criminelle, salace et sadique, décrite en détail par l'assassin au cerveau malade. Une explosion des ventes et de son compte en banque. Avait abandonné l'enseignement pour l'écriture. Avait soigné son look, taillé sa barbe, et laissé photographier sa demeure au bord de l'eau. Louait même un chien soumis pour la prise de vue. Ce soir-là, au bord de l'East River, Paddy rencontrait George. George, c'était un de ses anciens étudiants, un type doué, qui revendait son talent au studio du quartier d'Astoria, installé tout près. L'ex-enseignant commandait un sujet. L'ex-étudiant s'y collait. Et l'enveloppe de billets passait de main en main. Plus tard, à réception, Paddy remettait un peu en page, reformulait, arrangeait et livrait à la maison d'édition, qui corrigeait, suggérait à peine, modifiait un peu et publiait. Tournaient ainsi les manèges du monde, les chevaux de bois de l'imposture et les romans à émotion sur les tourniquets de gare. George avait la mine défaite, le nez dans sa bière. Leur collaboration fonctionnait depuis des lustres, sans accroc. Paddy, inquiet, a poussé la question, jusqu'au débordement et à l'aveu. Quand George a avoué, il aurait pu le frapper. L'autre sanglotait comme un coupable démasqué. Il a parlé en reniflant ses larmes. Ces histoires, c'est pas lui qui les écrivait. De ce genre-là, il savait pas le faire. Lui n'était qu'un chieur d'encre à la petite semaine, qui pissait de la copie pour les shows télévisés à la mode, de la bluette, rien de plus. C'était Monica. Monica, sa compagne, qui inventait les histoires solides, les sagas criminelles à sa place, depuis toujours. Et avec brio, mais Monica s'était barrée. Depuis 3 mois déjà. Elle l'avait quitté pour un espingouin de son pays natal à London. Un homme d'affaires bien sapé qui flambait ses dollars à Atlantic City. Paddy découvrait brutalement les faiblesses de la sous-traitance et ses contraintes. Il savait pourtant qu'il ne pouvait pas changer de fournisseur. La fidélisation des consommateurs induit des règles strictes, une ligne éditoriale, un cahier des charges. Y déroger risquait la faillite. C'est elle qu'il me faut. Faut la retrouver. George pensait la même chose, mais pour d'autres raisons. Aucun des deux voulait renoncer, ni perdre le marché. L'entreprise lui devait sa fortune. Paddy avala son whisky et frappa sur la table. Je vais la chercher. Je pars avec vous. Un vol pour Séville. Pas pour l'Alcazar et ses jardins, avec escale à Madrid, pas non plus pour le Prado et ses Goya. On fait presque 8000 km sans un mot.
Chacun dans son couloir aérien perso de rancœur et de pensées parallèles et de stock d'argumentaires convergents. On louait une voiture et filait vers le fleuve Guardiana, là où s'était escampée la jolie brune. On finit par se détendre. Sur la route, au soleil, les lacets dénouaient les corsets de rancune à mesure qu'ils approchaient. Paddy découvrait un univers à l'envers du sien. Les oliviers sur la terre à vif, les nids géants à cigognes, les éoliennes brassaient le fond du ciel. On réservait un hôtel près du fleuve, des chambres modestes qui laissaient voir le fil peinard de l'eau et sentir la montée modérée des marées. Le pétillement du courant attirait le regard. La quiétude les accueillait comme un chapitre préliminaire à un exposé, une mise en situation. C'est Georges qui s'est enquis de retrouver la trace de la fugitive. Sa maîtrise linguistique facilitait les recherches. L'épicière lui avait indiqué la villa et l'itinéraire pour la rejoindre. Il y est allé, le cœur à la reconquête. Paddy jouissait du panorama et de ses nouvelles perspectives. Passait d'une rive à l'autre, à marcher longtemps au bord des berges, à contourner les pontons et les caravanes de vacances. S'est laissé absorber par le paysage des sentiers sans fin. S'est calé à l'écart sous un saule à contempler les reflets. Une gamme chromatique infinie. Un trésor de paillettes, tel une boule de dancing en rotation. A repéré les ailes bleues d'un martin pêcheur et les vertes d'un guépier. A même aperçu le plumage noir d'une cigogne. Le souffle sur les cimes, le défilement liquide, le gémissement végétal avaient reconstruit son décor. Il respirait au même rythme. Fallait ça. Fallait ça, tout lui revenait. Fallait ça pour amener la terreur, la beauté d'un cadre inconnu, l'étrangeté criminelle de la beauté. Il y était à nouveau. C'est la loi des contraires qui crée l'émotion. Le sublime naît des extrêmes, toujours. Il l'avait enseigné jadis. Une ignominie, un forfait dégueulasse, une infamie immonde n'approchait leur culminant que dans la soie de l'esthétique. Tous les auteurs le savent, lui plus que les autres. C'est dans ces circonstances qu'autrefois l'avait saisi l'essence du crime parfait et de l'impunité, et qu'il avait commis l'admirable en artiste, avec toute la cruauté qu'il cherchait en lui. Paddy s'était allongé entre les roseaux. Des touffes de coton se baladaient au ciel andalou, de l'étoffe à sommeil, comme des plumes d'oreiller. C'est assoupi, heureux. Tout s'éclairait. Il y était. Il savait. Il pensait à Monica. Georges n'est pas revenu à l'hôtel le soir suivant, ni celui d'après. Personne ne l'a jamais revu. Quand Paddy est allé rendre visite à Monica, elle l'a tout de suite reconnue. Elle n'a pas tremblé. L'a invité à partager son repas. Son nouveau compagnon venait de s'envoler pour des affaires en Afrique de l'Ouest. Ils n'ont pas parlé de Georges. On but du whisky irlandais. Elle a accepté de travailler pour lui, à nouveau. Elle avait plein d'idées neuves. Elle souriait. Paddy, lui, savait. Une toile. Peindre une seule toile pour toute une vie. Leonardo avait cherché partout. Sous la lumière de Toscane, celle de Venise ou de Provence, de Bretagne et des ciels flamands, il avait sillonné, parcouru les sites d'Europe les plus illustres, consulté des milliers de tableaux, couru les musées, lu les essais et les correspondances pour savoir, pour comprendre. Il avait essayé et essayé encore. Leonardo voulait peindre le mouvement, l'harmonie du monde, le temps de l'instant d'après, le passage. Puis, il avait renoncé. L'instant n'avait pas de temps. L'esquisse, le dessin, la peinture ne pouvaient rien, la couleur non plus.
Il avait renoncé, mais l'idée résistait, tenace, rebelle, telle une fièvre perpétuelle, une maladie nerveuse qui lui démangeait les doigts et lui rongeait l'âme. Cézanne et ses grands pins, Van Gogh et ses blémures, Turner et l'agitation des flots. L'essentiel pourtant était là, dans l'air et dans le vent qui emmenait et emportait les vivants là, à portée de main et de pinceau. De tous ces voyages et de toutes ces lectures, Leonardo entretenait une attirance particulière pour les deltas. Voyait se dessiner dans ces triangles magiques l'œil de Dieu et toutes les puissances contraires qui poussaient au mouvement. Le Nil, le Mississippi, la Camargue, là venaient battre les ailes des grands migrateurs, là s'ouvraient les bouches béantes des fleuves, là venaient lutter les forces vives de la nature, là naissait le remous, le maelstrom, le courant contre les marées, la mer face à l'eau vive, le vent du large contre celui des plaines. Quand il s'est installé sur le pont international qui enjambait le fleuve Guadiana, Leonardo fut encore une fois ébloui. Ébloui et Marie de l'impuissance à décrire, de la faiblesse et de l'incapacité du trait à dépeindre ou à transcrire. Leonardo n'a pas ouvert sa boîte à couleurs, ni sorti ses crayons. Les peintres, les artistes et tous les raconteurs de mensonges craignent pas de se montrer, le carnet ouvert, le fusain ou le stylo en bandoulière. Pas Leonardo. Lui fuyait le monde et le bruit des autres. Traçait sa vie à l'oblique sur des chemins de traverse et les sentiers paumés, parlait peu, préférait l'ombre. Il s'est barré entre les arbres, le pas assuré. De loin, il avait repéré la villa. Une belle maison chic et cossue, avec une terrasse en rond et une allée qui filait en pente douce jusqu'au rivage. Prolongée d'un ponton de bois clair à fleur d'eau et un banc au-dessus des roseaux, telle une invite à la rêverie, à la lascivité. Leonardo a souri, comme s'il était convié à s'y asseoir. C'est ce qu'il a fait. L'espace était un repère, un refuge à solitude. Les millions de mètres cubes qui défilaient devant donnaient bien la mesure de sa quête impossible. Une fois de plus, il ne cherchait à rien d'autre que la paix du repos et l'évasion. La banquette de bois se mit à tanguer, à flotter. Il sentait le roulis du vent. Le mouvement, c'était lui. Tandis que l'eau, les arbres et les feuilles se pétrifiaient, le monde était devenu inerte. Il était passeur, migrateur, marin. Quand il s'est éveillé, la nuit approchait. Derrière lui, la jolie résidence prenait la lumière. Des chandelles dansaient sur la terrasse, s'est approché en tapinois jusqu'à portée de voix. De là, tout lui venait de la conversation polie, des politesses en anglais avec l'accent américain. Il buvait et parlait content. Argent et contrat. La femme était belle. L'homme semblait heureux et détendu. Le déclin du jour, les ombres et les postures gracieuses lui rappelaient les peintures de Hopper, l'artiste qu'il détestait, celui des sentiments impassibles et du temps arrêté. Leonardo s'était assis là, dans l'herbe rafraîchie par le soir. Il écoutait le couple et les bêtes nocturnes qui s'éveillaient tout autour. Quand le type s'est barré, la femme est restée seule sur la terrasse à fumer et à boire. Elle jetait la tête en arrière pour mater la voûte céleste et les étoiles qui s'allumaient une à une. Leonardo l'a rejointe. L'a abordée d'une voix douce pour éviter d'effrayer. Je suis bien chez Antonio. On aurait dit un voisin qui venait de s'informer. Antonio est absent. Je m'appelle Monica. Leonardo le savait. Il savait aussi quelle était sa nouvelle compagne. Je suis désolée. Vraiment désolée. Elle n'a rien dit en voyant son arme. Rien non plus quand il a vissé le silencieux sur le canon. L'effarement lui mangeait le visage. Toutes les questions bousculées dans une seule. Mais qu'est-ce qu'elle n'a pas pu finir? Leonardo avait de la sympathie dans la voix. Mes employeurs italiens l'avaient prévenu, le marché sud-américain est réservé. Et l'Afrique, c'est nous qui gérons. Je crois que votre compagnon n'a pas voulu nous écouter. Je suis désolée. C'est mon travail. Il a tiré dans le ventre. Sa robe s'est tachée.
Ses yeux s'exorbitaient. Le tueur à gages a tiré à nouveau et a sorti de son sac une feuille de canson. Une boîte de pastel. Il crayonnait à toute allure. Une ébauche, une esquisse, le sang qui coulait, les convulsions, le visage déformé. Il voulait tout saisir. Les couleurs changeantes, le dernier mouvement de la vie, le souffle accéléré, les battements de cœur, les tremblements et le moment d'après. Le passage.